Mon objectif ce soir est de vous faire participer à cette révolution qui va tous vous impacter. Je vais prendre un moment aussi pour démystifier la technologie. Vous avez tous entendu parler de Bitcoin, le première mise en pratique de cette technologie. Nous en verrons ce soir bien d'autres impacts qui vont vous impacter. Mais il y a une chose dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est l'émergence des smart contracts. Avec l'émergence des smart contracts, c'est là qu'il va y avoir vraiment le cœur de la révolution. C'est là que vous allez pouvoir participer et c'est là que vous allez pouvoir en retirer les bénéfices. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer par parler de Bitcoin. La technologie Bitcoin a fait beaucoup parler d'elle, notamment à cause de ça. Mais à un tel point que beaucoup de personnes confondent Bitcoin et la blockchain. Pourtant, Bitcoin, c'est juste une monnaie virtuelle basée sur la technologie blockchain. Si on veut échanger de l'argent, aujourd'hui c'est simple. Je prends un billet dans ma poche, je te le donne, et on a échangé de l'argent. Je mais si on est à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, il faut qu'on passe par un tiers de confiance, une banque, qui va garantir d'un côté le fait que moi j'ai bien donné l'argent, et d'un autre côté que la personne que moi j'aurais choisie récupérera bien l'argent. Et bien avec Bitcoin, plus besoin de ça. On a directement la garantie sans aucun intermédiaire, juste simplement avec une technologie, que l'argent est bien reversé aux bonnes personnes. On a donc une monnaie virtuelle, complètement sécurisée, anonyme et sans aucun intermédiaire. Mais si Bitcoin est la première utilisation de cette technologie, c'est loin d'être la seule. Aujourd'hui, ça s'applique à plein d'autres secteurs d'activité. Je vais vous en présenter quelques-uns. Tous les cas que je vais vous présenter pour le moment s'appuient sur le principe que dans la blockchain, on peut stocker des informations sans avoir besoin d'un organisme central qui seront authentifiés et qui seront garantis. Le premier cas dont je vais vous parler, c'est l'émergence des diplômes sur une blockchain. On s'est aperçu qu'il y avait 5% des CV qui étaient des faux CV sur le marché du travail. Le fait de les mettre, et l'ESILV, une école d'ingénieurs de Paris, a pris l'initiative de les mettre sur une blockchain, comme ça toutes les entreprises pourraient vérifier l'authenticité du diplôme de chaque personne qu'elles verraient en entretien. Le deuxième cas dont on veut parler, c'est la traçabilité des diamants. Il existe énormément de diamants aujourd'hui et c'est un secteur très compliqué à suivre parce que c'est très difficile de reconnaître un diamant ou un autre. Et ben, Everledger a eu l'idée de mettre un numéro invisible écrit au laser sur la tranche du diamant ici. Et avec ce numéro, ils inscrivent tous les diamants dans une blockchain en renseignant l'intégralité des caractéristiques techniques de chaque diamant, mais aussi ses différents propriétaires. Ainsi, on pourra éviter les fraudes qui représentent aujourd'hui 2 milliards d'euros aux assureurs. Ensuite, on va parler de l'authenticité des médicaments. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près entre 10 et 30% des médicaments qui sont envoyés aux pays en voie de développement qui sont de faux médicaments. Et l'OMS a estimé que ça représentait 700 000 décès par an. Pour résoudre ce problème, on a eu l'idée de mettre les médicaments sur une blockchain. Ainsi, on pourra avoir une même blockchain où les industries pharmaceutiques, les pharmaciens, les réseaux distributeurs et même les consommateurs pourraient avoir accès, modifier des informations qui seraient ensuite validées et on pourrait vérifier que les informations et que les médicaments soient bien de vrais médicaments et donc résoudre des problèmes de santé calculables. Ensuite, on va parler de chaîne de production alimentaire. Aujourd'hui, la traçabilité des aliments est très compliquée à avoir. Nous, quand on va acheter quelque chose au supermarché, la seule chose qu'on voit, c'est l'étiquette sur laquelle il y a 2-3 informations, mais on ne sait pas vraiment beaucoup. Eh bien, si on mettait toutes les informations dans une blockchain, on pourrait avoir une base unique, encore une fois, entre les éleveurs, les bouchers et les consommateurs. Et sur cette base, on pourra avoir l'intégralité des caractéristiques techniques des aliments qu'on mange. On pourrait aussi avoir une visibilité des normes et donc savoir si tout a bien été respecté.
Je vous ai parlé de 4 cas qui montrent bien que dans une blockchain, on peut garantir l'authenticité, tracer ce qui se passe de tous les biens matériels ou immatériels. Maintenant, je vais démystifier un peu la technologie en vous expliquant les concepts clés sur lesquels se base la blockchain. La blockchain se base sur 3 concepts clés. Le premier, c'est le fait d'avoir un registre distribué. Un registre, c'est comme un grand bouquin dans lequel on écrit toutes les informations qui se sont passées dans le réseau. Et distribué parce que ce bouquin est visible par toutes les personnes qui utilisent la blockchain. Le deuxième principe, c'est d'avoir un consensus. Un consensus, ça vient du fait que on n'est plus dans un réseau centralisé. Donc il n'y a plus qu'une seule personne qui décide de si l'information est vraie ou si elle est fausse. Le consensus, c'est simplement un algorithme qui vient comprendre que toutes les personnes peuvent prendre une décision de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si moi, j'ai 10 euros et je dois donner 20 euros à 2 personnes. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule des 2 personnes qui pourra recevoir l'argent. Et bien, le consensus doit permettre de définir quelle est cette personne, et après, le résultat sera partagé à tous et défini comme vrai. Et le fait d'avoir une vérité partagée, c'est le fait que justement, tout le monde a l'information, et donc la vérité n'appartient à personne. Mais elle est représentée parce que, et dit comme vérité, plus de 50% de la chaîne. On dit que souvent que c'est un des problèmes de la blockchain, que c'est là qu'on a une faille. Mais, parce que si un organisme venait à avoir une puissance de calcul supérieure à 50% de la chaîne, il pourrait alors contrôler qu'est-ce qu'est la vérité dans cette chaîne. Si Google mettait aujourd'hui toute sa puissance de calcul dans la blockchain Bitcoin, il représenterait seulement 1% de la puissance de calcul totale de la blockchain. Si c'est impossible pour Google, on imagine mal pour quelle entreprise ce serait possible de contrôler une blockchain. Et le dernier principe dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est justement l'émergence des smart contracts. Le terme de smart contract n'est pas un nouveau terme. Il est arrivé dans les années 90. Mais c'est maintenant, grâce à la technologie blockchain, qu'on a un socle technique sur lequel peuvent se développer les smart contracts. Un smart contract, en fait, c'est simplement un contrat écrit sous forme de programme informatique qui s'exécute tout seul si les clauses sont définies, si les clauses sont remplies, et qui est stocké sur une blockchain. Le smart contract permet de nombreux cas d'usage que nous allons voir maintenant. Le premier secteur que les smart contracts vont révolutionner, c'est bien l'assurance. Aujourd'hui, pour votre assurance, dès que vous avez un dommage ou que vous avez besoin de l'appeler, il vous faut fournir une tonne de papier. Et on a souvent du mal à savoir quelle assurance nous garantit pour quel dommage. Et bien, avec les smart contracts, on pourrait automatiser complètement le remboursement de l'argent. Et il y a déjà une société qui l'a fait, qui est née lors d'un hackathon l'année dernière à Londres, et qui est partie du constat que 60% des gens aujourd'hui qui subissent une annulation de vol ou un retard de vol, et qui sont assurés pour ça, ne prennent même pas le temps de faire la démarche de se faire rembourser. Et bien, en 2 jours, ils ont réussi à monter un système sur une blockchain qui permet de connecter les compagnies d'assurance, les assurés, les compagnies de voyage, et qui rembourserait automatiquement toutes les personnes dès que le vol serait annulé ou retardé. Un autre secteur qui va pas mal bouger grâce à la blockchain et au smart contract, c'est l'IoT. L'IoT, on sait que c'est un fort potentiel. L'Internet des objets, on sait que c'est un fort potentiel. Mais la sécurité y est faible, et pas mal de personnes lui reprochent ça avant de le faire évoluer. Mis sur une blockchain, on aurait donc un réseau centralisé. En plus, on pourrait profiter de la caractéristique distribuée de la blockchain pour avoir des IoT qui fonctionnent sans organisme central. Mais en plus de ça, avec les smart contracts, on pourrait imaginer que les IoT pourraient décider eux-mêmes, ensemble, des actions qu'ils vont faire. Par exemple, Slock IT est une société qui a monté une porte intelligente capable de vous louer l'appartement qui se cache derrière elle, simplement si vous avez montré que vous avez l'argent, que vous avez donné l'argent, si vous avez
si l'appartement est disponible, et il serait même capable de transférer la facture d'électricité sur votre compte bancaire dès le moment où vous rentrez dans l'appartement. Toujours dans le domaine des IoT, on a aussi quelque chose qui est né à Brooklyn il y a peu, c'est la redistribution de l'énergie en fonction des maisons et de la consommation. Imaginez deux maisons qui ont des panneaux solaires, qui du coup produisent de l'électricité. Un jour, une maison est plus au soleil qu'une autre, et l'autre a une plus forte consommation. Et bien avec les smart contracts, on pourrait automatiser le fait qu'une maison reverse son énergie à une autre maison du même quartier. Et elle serait payée automatiquement. On va parler maintenant des papiers commerciaux dans la blockchain. Un papier commercial, c'est simplement un accord entre deux entreprises, l'une qui a besoin de fonds et l'autre qui a un excédent de liquidité. Cet accord aujourd'hui, il ne se fait pas par une banque, mais il y a toujours un organisme entre les deux qui va garantir cette transaction. Et bien, avec les smart contracts, on pourrait se passer de cet organisme en définissant direct les termes de l'accord sur un smart contract, stocké sur une blockchain, et les frais et les revenus seraient reversés automatiquement dès la clause du contrat. Il faut savoir quand même que les papiers commerciaux, c'est des choses qui sont définies dans le temps, et c'est pour ça que ça peut se faire. On va parler maintenant de la monétisation de la connaissance. Les smart contracts pourraient permettre, notamment dans le domaine du droit, où on a beaucoup d'experts qui écrivent des documents, qui écrivent des documents sur des cas pratiques ou sur des lois qui ne sont pas bien comprises, et les entreprises ou les cabinets d'avocats payent très cher pour avoir accès à ces données. Mais elles payent très cher des éditeurs qui regroupent ces textes et qui les redistribuent. Si on les mettait sur une blockchain, on pourrait avoir directement les auteurs et les personnes qui les lisent. Et avec les smart contracts, on pourrait rémunérer automatiquement les auteurs dès la lecture d'un document. On peut appliquer ça à des écrits, mais on peut même appliquer ça à la musique, par exemple. Imaginez une base de données, comme SACEM le fait par exemple pour le moment, qui contiennent tous les droits d'auteur. Et connecté à ces bases de données, on mettrait des systèmes comme Spotify ou Deezer. Et avec les smart contracts, on arriverait à automatiser le paiement automatique des auteurs, des compositeurs et des labels, simplement avec des critères qu'on aurait définis à l'avance, du style 30% pour l'auteur, 30% pour le compositeur, 30% pour le label. C'est applicable à tout. Et on peut voir par exemple dans le monde de la loi, où les trois quarts des lois, au final, c'est juste des clauses définies avec une sanction applicable. Et bien on pourrait par exemple appliquer les smart contracts à la loi. Mais bien sûr, les smart contracts ne feraient pas tout. Il y a des moments où, même aujourd'hui, la loi ne définit pas tous les cas d'usage. On fait donc appel à des avocats, et on aurait toujours besoin, dans ce cas-là, d'avocats intelligents. Pour conclure, on a parlé de la blockchain. On a dit que la blockchain, c'était une révolution de la confiance. On a vu qu'elle allait substituer tous les tiers de confiance. On a vu qu'elle était basée sur 4 technologies: le registre partagé, le consensus, la vérité partagée et les smart contracts. Et on a vu le cœur de la révolution, c'était justement l'émergence de ces smart contracts. Et si vous retenez qu'une chose de ma présentation, j'aimerais que ce soit justement ces smart contracts. Parce que c'est là qu'est le cœur de cette révolution, et c'est là que vous pourrez vous investir dans cette révolution. En fait, sur une blockchain, quand on est plus dans la monnaie, le principe d'utiliser la blockchain, c'est que ça va garantir aux différentes entreprises qui les utilisent de trouver un accord. Aujourd'hui, c'est souvent très problématique d'avoir une base de données quand on est plusieurs entreprises, parce que souvent, il n'y a qu'une entreprise qui possède la donnée, en définitive, sur sa base de données. Avec une blockchain, on peut avoir une donnée qui est distribuée entre les différents auteurs. Et donc en fait, ce ne serait pas un bien monétaire, mais ça résout énormément des problèmes de politique, si je peux dire, entre les entreprises. Mais au-delà de ça, il y a aussi le côté smart contract dont on peut voir, qui redistribuerait complètement l'argent aux personnes
directement en fonction de ce qu'on a défini dans les contrats. Deuxième question, qui se générera les données dans la blockchain, des entreprises, des organismes, tout le monde. Tout le monde en fait. C'est le principe, c'est que chaque personne peut poser une donnée dans une blockchain dans laquelle elle est. Il faut bien faire la distinction. On a des blockchains publiques, et comme le Bitcoin par exemple, mais on a aussi des blockchains privées qui regroupent juste un certain nombre d'individus. Par exemple, quand on parle de papiers commerciaux, ça c'est vécu entre les différentes entreprises qui ont envie de faire des papiers commerciaux entre elles. Et du coup, voilà, c'est tout le monde. Simplement, à chaque fois qu'une information est marquée dans la blockchain, elle doit être validée par tout le monde. Donc si c'est une personne qui ne peut pas avoir le grade, si je puis dire, de noter une information, bah, l'information sera refusée, elle ne sera pas validée. Et litige au cours, contre qui peut-on se retourner? Bah, on ne peut pas se retourner, vraiment. C'est justement, il n'y a plus d'organisme, mais normalement, s'il n'y a plus d'organisme central, on voit mal où pourraient être les litiges en fait. Parce que c'est les gens qui sont dans la blockchain qui vont définir les contrats, les critères et tout ce qui s'implique. Ok, on va dire que ça va. Ouais, ça va, ça va. Alors, je vous laisse, je vais tout de suite laisser la place à Shubham, qui va nous faire une première présentation sur l'Open Space Data en anglais. Voilà. Question, quel est le code session? C'est PVBX. Good evening everyone, my name is Shubham Desai and I'm here to talk on the topic of open space data. So what is open space data? Open space data is, if we say it in simplified form, then it is the space in, like it is the data in open space, or more simplified form, it is the satellite data. When I was studying on this topic with Ma'am Dupak, so we researched on the topics of ISRO, NGOs and handling of the satellite data. So starting with the first thing, the ISRO geosatellites. ISRO is Indian Space Research Organization, and geosatellites, it's geosynchronous satellites. So geosynchronous satellites are mainly concerned with the data for the Earth observation and like how they can maintain it. So geosynchronous satellites, usually the people are thinking like these are the stationary satellites, but they are not. They seem to be stationary. Like if a person is standing on the Earth and if he can see that satellite, that it will appear stationary to him. But it has the orbiting period of a geosynchronous satellite is same as the rotating period of Earth. So it seems to be stationary. And India, as India is very much concerned about its natural heritage and monuments, so and we like the Indians are India is famous for its monuments, and also India has taken a step towards maintaining and managing the heritage sites, and for that they have collaborated with the ISRO, and they have asked ISRO to give them some data so that they can manage these things. So what ISRO did was they launched some satellites, and from that satellites they formed a geospatial database. And for starting, what ISRO did was they started with the first test product was Golkumbh. It's a monument in Karnataka. So what they did was they collected the satellite data, the image, and then they divide the image into 3 zones. It's like the 3 management zones. One is protected, prohibited, and regulated zone. So the protected zone, as you can see, it's in red. It's covering around the Golkumbh monument, and the protected zone is highly under the surveillance of the government officials, and it's highly protected and secure. No one can do any activities in that area.
and the other one is the prohibited zone. So in the prohibited zone, you can see it's a yellow line around the next to the protected zone. So in prohibited zone, it's more or less like the prohibited area for any construction or any building purpose. So like if a construction company or a builder wants to build something there, he cannot, because the government officials won't allow it. And if he does that, then he will be penalized with legal actions and he will be in a serious problem. And the third zone, it's the regulated zone, that's in green. So regulated zone, in that zone, there's a they continuously regulated on constant basis. So like if the government specifies like that in that zone, it has to be just 20 buildings. Then a construction company or a builder cannot exceed that limit. If he exceeds that, the government will simply destroy his buildings and he won't receive any notice. Protected and the prohibited zone as well, like they keep on seeing if those zones are being protected and there's nothing going on there. So for these purpose, India launched some satellites, the geo satellites for Earth observation. That was Cartosat 1, Cartosat 2 and Resourcesat LIS 4. So data from these satellites, they form a database, that is geospatial database. And these database consist just of the data which is concerned with the monument and the heritage sites. So talking about Cartosat 1. Cartosat 1 was launched in 2005, and at the time of launch, the weight was 1560 kilograms. It was installed with a panochromatic camera because they had to take an image, and with that camera they can get a black and white image, and with the image they can then convert it into the management zones, and then they can study it. Then they released Cartosat 2 in 2007. The only difference between Cartosat 1 and 2 was, like in Cartosat 1 at the time of launch, it was 1560 kilograms, but Cartosat 2, it weighs just 680 kgs. So they decreased the weight and it cost less. And these all are the remote sensing satellites. Then comes the Resourcesat, which was the advanced remote sensing satellite and was launched in 2011. It had 3 cameras which can take images, like high resolution images, compared to the Cartosat 1 and 2. And with these images, if it's high resolution, so the people in ISRO, they can read it better, they can have like better understanding, and they can see clearly what else is happening in the areas. Earlier, India used to buy like the images from Iconos, and they paid like $20 per square kilometer, and the market price was $7.7 per square kilometer. So India was already paying too much, and it was like above the market price. So India had to do something, so they released these remote sensing satellites so that they can get the data. And now India can produce high resolution images with 20 times lower cost. So the launching of these satellites have proved a very better and advanced role in the ISRO's success. And as we all know that ISRO is capable of doing things with a low cost, like the Mars mission. And now, because of this, foreign space agencies are also getting interested in the ISRO's concept of launching the satellites. That's why they ask ISRO to launch their satellites as well. So this is done with the help of Endrix Corporation, because we can say Endrix Corporation as it is a commercial arm of the ISRO. Like it deals with every commercial issues, like the foreign customers, the money they get from the customers when they launch the satellites, everything. And India has launched around 79 satellites for 21 different countries. Like 21 different countries, they are the customers of India, like the ISRO. It covers like France, UK, US, Italy, Germany, and many more. In 2013 and 15, India launched around 28 different satellites with 13 different countries. And it gave them around $101 million, which is a quite bit. And
in January 2017, India was supposed to launch 83 satellites in a single mission, which could have been a record, and out of which 80 satellites were of foreign origin. But what they did was in February or March, they launched around like 104 satellites in a single mission, setting up the world record. So we can say that Andrix Corporation is playing a very crucial role, and it is acting like a user interface between ISRO and other space agencies, other foreign space agencies. Not only the space agencies use this satellite data, but non-government organizations as well, the NGOs. When we think about NGOs, what we think is, like they are working for the betterment of humanity, they are working in rural areas, they want to make world a better place to live. So what they do is, NGOs buy commercial satellites which get deployed, and then they get the data from those satellites. So there is one NGO led by George Clooney, which was mainly for the for monitoring the condition of South Sudan. Now Google Chrome and many other universities have collaborated into this interesting project because they find this project very interesting. So in this one, what they did, they bought a commercial satellite, they launched it into the space. Now they monitor the situation of South Sudan, because in South Sudan there was like a war condition, the terrorists were attacking. So what they did was, they took the data, they took the images, they see where the enemies are building the tunnels, how they are strategizing their move, and how they are attacking. So they have an upper hand about the terrorists, and they could fight them in a better way. That's why they name it as Satellites for Good. It's the NGO's ultimate tool, because they're using it to eradicate like the war, and they're using it to fight against terrorists, and it is bringing up now peace in South Sudan. So this NGO has proven to be very good in that area. Now, handling of satellite data. There was a new concept which was last year described by Lance Parker, who is the CEO of ConnectX. He said that he's brought up the concept of space computing, and by space computing literally he meant that putting the physical servers into the space, and that could be beneficial as well, as it can be a bit disadvantageous with some points. So the concept of space computing, what he thought was like we can put servers along with the satellite, and that can be launched into the space. Because down on the ground stations, now what we see, we have too many data centers and data warehouses managing the data, spatial data or geospatial databases. But the data centers are sucking up around 10% of world's electricity right now. And if we put more satellites into the space and we have more data coming in, then it will be more setting up of the more data centers, which could be like a bit expensive, and it could cost like more usage of electricity. But with the space computing, if the servers are in the space, you don't need any data center, like any power, because you have plentiful of power of solar radiation, solar energy. So you can never go out of the power in space. And also there's a zero gravity there, so the spinning disk drives can spin with a very low resistance. Also the environment of space is cold, so you don't face the problem of overheating, because now on the Earth, if the server gets overheated, you have to freeze them, you have to like cool them down to make the processing better. But in space, you have cold environment, so there can never be like the concept of overheating, and you can process the things faster. And this is a theoretical knowledge. This is just theoretical right now. It's being implemented practically. It's in progress. But I just read a research paper which was published in 1999 about knowledge discovery and database. It was about like on the ground stations, they get the satellite data, and on the ground station they use this algorithm to get out the knowledge. But what we can do is, what I thought of was like, why don't we collaborate space computing with the KDD algorithm, and then we launch that into the space.
But the KDD algorithm, when we launch that with the server into the space, then we have some data which the satellite will collect. So in that data, the image data, we select some of the data, and like the picture I showed you earlier of the Guru, the Monument of India, so it can have the whole picture, then it selects the target data. Then we get the target data after selection, and then we do processing. Processing is needed because when the camera catches the images of the Earth, then it has some noise in it. It has some thing to process. So we have to apply filters. We have to process it, and after that we get the processed data. Then it can be transformed into the digital form or the form the company wants. Then we can get the transformed data, and after the transformed data we can apply data mining algorithm which will give us the patterns. So until here, till the patterns, this whole thing can be done into the space, like, and the patterns are then transmitted to the ground stations, and we just have like data analysts which can like study the patterns, and they can just get out the knowledge out of it. So from data till the patterns, we have the algorithm. We put the algorithm along with the server which are deployed into the space, and then we can just get the pattern and get the knowledge. So I think if it goes well, this is still theoretical. I just brought up the concept, and I was thinking if it can be done, then it can be a great impact in the field of open space data and space computing. Thank you. So, merci beaucoup, Shubham. Yeah, you have a few questions there. You can come and just look at the questions. So the first one is, did you use big data to manage images? The IT was done in India, and what altitudes for the satellites? Don't understand the question. No, can you please again say? Okay. Did you use big data to manage images? In ISRO. In ISRO, yes, they use some algorithms. They have like for the ResourceSat-1, the satellite which I showed, the advanced remote sensing satellite, what they have is, they have a solid state recorder which has a capacity of 120 GB. And in 120 GB you can store the images. And when you want the images, the ground station of ISRO, they can read the images, rest will be vanished after some time if they don't need it. So it's like you already have some space into the capacity which can hold the data, and you don't have to use the memory on the ground stations. So ISRO stands for what? So ISRO stands for what? ISRO. Yeah, it's Indian Space Research Organization. And it's like they are managing, like ISRO is getting a bit famous right now because of like they did the Mars mission with a very low cost. Like it was said, like in the cost the movie Gravity was made, in that cost they've reached Mars and come back. The ISRO stands for Indian Space Research Organization. Is it okay for the questions? Yeah. Okay, thank you very much, Shubham. Bah ouais, c'est son équipe. T'as pas vu la photo? Bonjour. Bonjour. Ok. Alors, comme on précise, je suis venu vous présenter le travail mené par une équipe étudiant alumni. Toute l'année, on a mené une expérience en fait. Une expérience du cognitif dans le juridique. Et à l'issue de cette expérience, on a pu produire une application, une démonstration, quelque chose qu'on va pouvoir vous montrer pour vous démontrer la puissance du cognitif. Cette application s'appelle OAssist et puis je vous la présenterai plus tard. Alors, cet aspect du cognitif, je vais vous montrer que ça s'inscrit dans une révolution en fait, une quatrième révolution. Alors on en a eu trois des révolutions déjà. La révolution industrielle qu'on connaît tous. À chaque révolution, l'assistance par la technologie s'est accrue chez l'homme. On a eu la machine à vapeur, puis on a eu la machine électrique, et enfin on a eu la machine informatique. Alors,
La machine informatique, elle a complètement changé nos vies, je pense. Elle a vu naître des géants que sont Google, Facebook, Amazon, les GAFA en fait. Et ces géants sont devenus les assistants de notre vie de tous les jours. Tous les jours, vous savez d'eux. Vous avez besoin d'aller quelque part, vous faites Maps, vous avez un itinéraire, une durée du trajet, c'est automatique, c'est simple. Vous avez besoin d'acheter quelque chose, Amazon, vous avez des recommandations, vous avez des avis clients, vous avez des classifications. Vous avez besoin de communiquer, vous avez les réseaux sociaux, vous avez énormément de choix. Alors, ces assistants de tous les jours, ils sont extrêmement performants. Est-ce qu'on peut parler d'assistants intelligents? Bon, ils le sont sans doute un petit peu, mais il y a quand même quelques couacs parfois. Un truc qu'on peut s'amuser à faire avec Google, par exemple, c'est lui demander une image sans éléphant, puis il nous donnera exactement le contraire. Alors, voilà, il y a un aspect d'intelligence qu'on peut encore ajouter pour aller un peu plus loin. Mais sinon, de manière générale, ils sont complètement impliqués dans notre vie. On a même ce petit objet-là, la télécommande de notre vie. Ça, on est devenu quasiment addict à tout ça. Alors, on a donc cette belle troisième révolution industrielle qui nous a donné toutes ces belles choses. Après, si vous voulez, la quatrième qui se profile à l'horizon, qui va s'installer dans les 5 ans à venir, ça va être gigantesque par rapport à ce qu'on connaît déjà. C'est l'ère du cognitif qui arrive. Et ça va complètement changer notre façon de travailler, en particulier dans le domaine du juridique auquel je vais m'intéresser ici. Alors, je vous parle de cognitif. J'ai aussi parlé d'intelligence artificielle. S'il y a une nuance que j'aimerais que vous reteniez de ce pitch, c'est que l'intelligence artificielle et le cognitif, c'est pas exactement la même chose. Intelligence artificielle, c'est un terme qui est apparu en 1950. Ça a commencé avec Turing et sa machine. C'était des instructions fixées, du code qui était programmé en dur. Quelque chose qui fige, qui n'évolue pas énormément. Le cognitif, c'est apparu avec l'explosion des données et c'est une façon d'utiliser l'information beaucoup plus fluide. On passe de systèmes programmables qui utilisent des données traditionnelles, des bases de données, des choses qui sont travaillées, qui sont prédigérées, à un système qui comprend le langage naturel. Le langage naturel, c'est celui avec lequel je suis en train de vous parler à l'heure actuelle. Pourquoi c'est aussi incroyable? Est-ce que vous savez combien de pourcentage des données sur Internet sont en langage naturel? 80%. 80% d'Internet, c'est quoi? C'est des articles du Wikipédia par exemple, c'est des blogs, c'est des sites web, c'est des tweets. Il y a cet océan d'informations en fait, et la révolution du cognitif, c'est une technologie qui va pouvoir plonger dans cette information et en extraire du sens, en extraire de la valeur et faire plein d'autres choses intéressantes avec. Ça va être un système qui ne repose plus sur des algorithmes mais sur des machines statistiques et donc des nouvelles intelligences artificielles. Alors, le cognitif, c'est avant tout un terme humain. Qu'est-ce que c'est finalement quand je vous dis cognitif? Quand vous faites du cognitif dans votre cerveau, quand vous êtes confronté à un sujet que vous ne connaissez pas, quel est le schéma qui se met en route? Il y a 4 étapes dont on peut parler. La première, c'est l'observation. Vous êtes face à un sujet qui vous est inconnu. Première étape, vos 5 sens vous apportent de l'information sur le sujet auquel vous êtes confronté. Deuxième étape, l'interprétation. Vous allez utiliser des connaissances que vous avez déjà pour essayer de donner du sens à ce que vous venez de recevoir comme information. Vous allez essayer de créer des liens logiques, vous allez essayer de créer des concepts, des hypothèses. Et une fois que vous aurez créé ces hypothèses, vous allez pouvoir passer à la troisième étape, qui est celle de l'évaluation. Là, vous allez affiner la connaissance que vous êtes en train de construire. Vous allez essayer de la valider. Vous allez trouver des éléments qui confirment vos hypothèses, vous allez trouver des contradictions qui les infirment. Vous allez créer une base de vérité. Et la quatrième étape, bien sûr, c'est une décision, car c'est quand même à ça que sert la connaissance. Eh bien, le cognitif technologique, c'est un principe complètement analogue à celui de l'homme. On a pu travailler cette année pour créer notre application avec une intelligence artificielle assez incroyable qui a été développée par IBM, qui s'appelle Watson. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est celle qui avait gagné à Jeopardy, l'espèce de question pour un champion des États-Unis. Watson, qu'est-ce qu'il fait? Watson, c'est une capacité à comprendre les données utilisées par l'homme, du langage naturel, des images, même des films. Watson, c'est une capacité à raisonner. Il prend ces données et il est capable de travailler sur des concepts, comme on le fait nous. Watson, c'est une capacité d'apprentissage. C'est un système qui va évoluer à chaque utilisation.
c'est plus un programme figé, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter à son utilisateur. Et enfin, Watson, c'est une forme d'interaction, parce que finalement, Watson, il travaille avec le même langage que nous. Donc du coup, il va communiquer avec nous avec ce même langage. Donc ça, c'est assez incroyable. Lorsqu'on a commencé à travailler avec Watson en début d'année, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses assez amusantes, notamment des tests de personnalité. IBM a codé une fonctionnalité qui s'appelle Personality Insight. Tout ce qu'on a qu'à faire, c'est lui fournir un corpus de texte, et Watson nous fournit en retour une charte de personnalité extrêmement précise. Alors on s'est dit, bah tiens, Watson il peut travailler sur un corpus, pourquoi pas des tweets? Pourquoi pas des tweets du pape? S'amuser à faire sa personnalité, parce que notre pape François il tweet beaucoup. Alors on peut voir un graphe assez complet, on peut voir des choses qui nous étonnent pas trop, par exemple altruisme 97%, ça n'étonne personne. Après, l'intelligence artificielle a pu aller encore plus loin, il a pu faire des prédictions en fait sur le pape. Il nous a prédit notamment que c'était peu probable qu'il change de job dans les années à venir. Voilà. Vous voyez un petit peu la puissance du machin et tout ce qu'il est capable de faire. Alors, ce test de personnalité, on vous laisse le lien ici, vous pouvez vous le faire. Vous pouvez mettre vos tweets si vous en avez, vous pouvez mettre un texte que vous avez écrit, vous pouvez même mettre un CV ou un profil LinkedIn. Peut-être d'ailleurs que vous changerez vos LinkedIn une fois que vous aurez vu ce que Watson vous resservira. Alors ça, c'est vraiment la technologie avec laquelle on partait. Et c'est ce qui nous a permis de rentrer dans le sujet qu'on s'était donné, c'est-à-dire le domaine du légal. Alors là, on s'est un petit peu amusé. On peut voir qu'avec les Watson, avec les Siri, on peut se faire aider sur les domaines du trivial. Quand on passe dans le légal, on est sur un sujet quand même beaucoup plus sérieux. Dans le légal, on se retrouve à gérer des casiers judiciaires, on peut avoir des affaires de litige. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes risques qui pèsent sur la balance. Et je pense pas que vous serez prêt aujourd'hui à confier des cas de justice à un assistant comme Watson. Peut-être pas tout de suite, mais on va peut-être arriver à vous prouver le contraire. Donc du coup, notre projet, c'était de savoir comment est-ce qu'on met du cognitif dans le domaine du légal. Alors, on a réfléchi et on a trouvé un angle d'attaque où on pouvait effectivement s'en servir. C'était le domaine du code du travail. Mais avant de passer, j'aimerais vous parler de cet aspect de technologie dans le domaine du légal. C'est pas nouveau. Il y a beaucoup de startups qu'on appelle les legal tech qui sont en train de s'intéresser en fait à comment essayer de faire évoluer la pratique du droit. Alors, on vous a mis un panel assez impressionnant ici, mais la plupart sont assez jeunes. Si vous voulez, le premier salon des legal tech à Paris s'est tenu l'année dernière, en 2016. Et ça va continuer. Le cognitif commence vraiment à apparaître, mais il va s'accélérer dans les années à venir. Vous connaissez peut-être la loi de Moore avec l'augmentation de la puissance de calcul. C'est cette augmentation de la puissance de calcul et cette apparition du big data qui permet le cognitif. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire « Ah, là on a trouvé un filon, donc attendez-vous à ce que ça évolue énormément dans les années à venir. » Alors nous on a travaillé sur le code du travail. Le code du travail, c'est un corpus extrêmement massif, extrêmement intimidant à appréhender. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser Watson pour créer une sorte de système expert du code du travail qui puisse aider les particuliers qui auront envie de s'intéresser à ce code pour résoudre des problèmes ou des questions qu'ils pourraient avoir. En quelque sorte, est-ce qu'on pourrait faire une sorte de GPS du code du travail? Alors, on l'a fait. Nous avons créé une application qu'on a appelée Law Assist et qu'on va pouvoir vous démontrer ce soir pour vous montrer qu'on est vraiment dans le concret et que ces applications sont juste à portée de main. Donc on a ici une vidéo de notre Law Assist en utilisation. Donc on a pu filmer la page d'accueil sur laquelle on peut naviguer. Alors très vite, on va arriver à l'interface principale qui est extrêmement simple. C'est juste une barre de recherche. On s'est dit qu'on allait faire comme Apple, on allait faire très très simple. L'utilisateur a juste à rentrer une question sur un thème qui l'intéresse. Donc ici, la question qu'on va poser, c'est dans quel cas une certaine forme de contrat peut être renouvelée. Donc ça, c'est un sujet qui pourrait intéresser les étudiants dans la salle, par exemple. On peut lui poser n'importe quelle question, mais on avait pas mal axé les données qu'on a fournies à Watson sur certaines parties du code du travail. Alors, on peut voir qu'il est en train de rentrer la question. Et ensuite, en une poignée de secondes, le logiciel va nous fournir en fait les articles qui correspondent le mieux à ce qu'on cherche à savoir. Et on va pouvoir s'intéresser exactement à ce qu'on a besoin de savoir.
Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ça, c'est une recherche par mots-clés. Non, ça va beaucoup plus loin qu'une recherche par mots-clés. La recherche par mots-clés, c'est ce qu'on a vu avec Google lorsqu'il lui demande une image sans éléphant. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit la question ici? Il analyse la phrase dans son sens grammatical et lexical. Il voit le verbe, il voit le complément d'objet, il voit les concepts qui sont introduits dans la question et il va relier ces concepts à la compréhension par concept qu'il a déjà du code du travail qu'on lui a fait ingérer. Il va arriver à créer un raisonnement statistique pour trouver les articles qui correspondent le mieux à ce qu'on cherche à savoir. Du coup, c'est une réponse qui est beaucoup plus intelligente. Alors, si vous voulez, moi, ce qui m'a le plus impressionné quand on a programmé cette application, c'est le fait que lorsqu'on a commencé, les réponses qu'il nous donnait, elles étaient beaucoup moins proches de ce qu'on lui demandait. Il répondait avec beaucoup moins de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour lui faire arriver au stade où il pouvait se dire un peu comme expert du code du travail? On l'a entraîné. On a fait ce qu'on appelle du machine learning. Alors, le machine learning, vous avez peut-être déjà vu ça dans les journaux, c'est un terme qu'on aime bien nous resservir. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le machine learning, c'est quand l'homme travaille de pair à la machine pour lui apporter son expertise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fourni à l'OAssist une grosse quantité de questions auxquelles on lui a demandé de répondre. Et à chaque réponse, on a pu noter la qualité de la réponse. Lui dire, tiens là, t'es bien, t'es un peu dans le sujet. Non, là, t'es complètement à côté, c'est pas du tout le même sujet. Ah là, c'est bien, continue comme ça. On a continué à faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et de plus en plus, qu'est-ce que l'OAssist a fait? L'OAssist a commencé à construire une base de vérité. Il a commencé à acquérir une maîtrise des concepts. Il les avait déjà créés, il a pu affiner, comme ce qu'on fait lorsqu'on travaille sur nos contradictions dans notre tête, affiner sa connaissance. Et c'est grâce à ça qu'il est capable de fournir des réponses aussi précises. Ça, c'est la beauté et la puissance du cognitif. Le fait qu'on ait un système qui est capable de devenir expert, mais toujours accompagné par l'homme. Parce que, si vous voulez, peut-être qu'il y a souvent des avocats dans la salle, ils vont dire, vous êtes peut-être en train de nous dire qu'avec ces technologies, on va essayer d'empiéter sur votre boulot. Pas exactement. Le cognitif, les possibilités que ça offre, c'est de délester le travail du droit de certaines tâches répétitives et difficiles pour l'homme, là où la machine peut bien mieux se débrouiller. Un sujet par exemple très intéressant, c'est celui de la veille juridique. Le code du travail, c'est un corpus massif, mais qui est mis à jour assez régulièrement. En plus, le nouveau gouvernement prévoit de le réformer en profondeur. Le cognitif a cette capacité à compulser un corpus de données en un temps record et de nous offrir une synthèse des éléments de ce corpus. On a les moyens d'assister également les professionnels via cette application. Pour l'instant, on a un moteur qui permet de répondre à des questions simples. Mais pour l'instant, ce système n'a ni la capacité, ni même la légitimité de travailler sur des cas plus complexes. Ça, c'est le travail de l'avocat, par exemple. Imaginez que le client ou l'utilisateur se connecte sur cette application. Il pose une première question parce qu'il a envie d'élucider un problème. C'est peut-être un syndicat dans une relation d'entreprise. La première question lui convient un petit peu, mais il a envie d'aller plus loin. Imaginez qu'on joint à cette application une base de données, une sorte de carnet d'adresses avec les professionnels du droit par thématique et leur permettre de se mettre en relation avec les particuliers qui viennent justement chercher des réponses ici, pour permettre un accompagnement et une mise en place d'une relation client. Le cognitif permet de mettre en place ce genre de système et il offre un nombre de personnalités extrêmement élevé. Une autre possibilité du cognitif qu'on a vu, c'est en rencontrant une legal tech justement durant l'année. On a rencontré une legal tech qui s'appelle Predictis, qui travaille sur ce qu'on appelle la justice prédictive. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le cognitif? Ils se sont saisis d'une énorme quantité de jugements de justice, de rendus de justice qui sont mis à disposition par le gouvernement chaque année. Ils ont créé un système qui est capable, en analysant, en compulsant, en travaillant sur ces décisions de justice, un système capable de faire des prédictions. C'est-à-dire, imaginez que je sois marié, que j'ai un divorce et que j'ai envie de savoir, dans tel cas, sachant que les faits sont tels qu'ils sont, est-ce que j'ai des chances d'arriver à récupérer la garde de mon enfant, par exemple? On a ici un logiciel créé par Predictis qui est capable de me dire, eh bien, tu auras 60% de récupérer la garde. Mais si tu habites dans le nord de la France, les pièces sont assez différentes, donc là, tu passes à 52% d'arriver à récupérer ton gosse. On peut voir qu'il y a des biais humains, en fait, dans la façon de rendre de la justice sur les différents territoires de France. Ça, c'est le cognitif qui a permis de s'en rendre compte. Et quelque part,
on peut voir que le cognitif a cette capacité à faire évoluer la justice, peut-être homogénéiser les biens humains par exemple. On a un champ de possibilités immense en fait, qui s'offre lorsqu'on travaille avec ces technologies. Parce que finalement le cognitif, c'est quelque chose qui permet de créer un professionnel du droit augmenté. C'est un outil qui permet de décupler les capacités en fait des professionnels du droit par ces différentes applications. Quelque chose qui nous permet de fluidifier la façon de travailler mieux, de se concentrer par exemple, non pas sur les tâches répétitives, mais sur les clients qu'on peut avoir par exemple. C'est un assistant intelligent, ça peut être un excellent documentaliste, ça peut être une sorte d'aide à la prédiction, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est les systèmes qui vont progressivement venir aider de plus en plus le professionnel du droit. Les industries ont déjà commencé à s'intéresser, à investir dans son sujet. Même le secteur du droit a commencé à investir dans une technologie comme celle-ci. Avant, le droit, on s'imagine mal investir dans des ordinateurs et ce genre de choses. Alors, on peut voir que c'est une technologie qui va être adoptée. Les professionnels vont l'adopter et entraîner dans leur sillage les autres, parce que ça va permettre d'améliorer le métier. C'est une belle révolution en fait qui s'ouvre dans les 5 années à venir. Mais pour conclure, j'ai envie de dire que les possibilités vont beaucoup plus loin que ça. Si vous voulez, notre application qu'on a programmée au cours de cette année, on lui a donné un corpus de texte, on l'a transformé en un expert sur le code du travail, mais ça pourrait être complètement autre chose que le code du travail. Imaginez le même processus de cognition qu'on applique au domaine de la médecine, aux articles de médecine, qu'on applique au domaine de la finance, pourquoi pas au domaine de la mode et de la cuisine. Est-ce que vous commencez à voir en fait le champ d'application que le cognitif permet? Donc finalement, si j'ai un dernier message à vous faire passer, c'est que dans les 5 années à venir, je pense qu'on va faire beaucoup plus de progrès que dans les 30 dernières. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater cette année. C'est une révolution qui arrive à grands pas, en particulier dans le domaine du juridique. Une révolution en marche. Et ça va être à nous, à vous, d'y participer. Donc, merci beaucoup. Question. Lequel du groupe est expert juridique? L'apprentissage de l'assistance est-il objectif dans ce cas? Donc ça c'est une réponse, ça c'est une problématique sur laquelle on a pu vraiment travailler. Et effectivement c'est intéressant parce que, alors en termes d'expert juridique, on a pu avoir quelques retours, mais l'entraînement c'est quelque chose qui prend du temps en fait. Donc, en tant qu'étudiant, on a dû le faire nous-mêmes. On a pu le faire parce que concrètement, c'était des questions qui étaient relativement simples, qui n'allaient pas trop dans la complexité. Et donc lorsqu'on voyait les différents articles qu'ils proposaient, dans la forme d'entraînement, ils proposaient 4 articles à chaque fois, on pouvait généralement dire si l'article apportait vraiment une réponse à ce qu'on cherchait à savoir, si il était dans le sujet en fait de la question mais qu'il ne répondait pas exactement, ou s'il était complètement à côté. Donc on avait quand même le moyen d'entraîner le système. Si on part sur des entraînements un peu plus précis, on peut effectivement imaginer une sorte d'expertise différente. Après, quand on parle du code du travail, le code du travail, c'est le code du travail français en particulier. Il est assez littéral en fait. On l'interprète vraiment directement. C'est pour ça qu'il faut généralement pas en changer une virgule. Donc peut-être que sur d'autres types de code du travail, comme le code du travail anglais, on pourrait se poser la question effectivement des gens qui entraînent justement. Mais l'avantage de l'entraînement, c'est que ça permet aussi d'avoir un outil qui est personnalisé en fait aux gens qui l'entraînent. Donc si par exemple les gens ont des nécessités d'utilisation particulières, en fonction de l'entraînement qu'ils feront, ils auront un système qui répondront exactement et précisément au domaine sur lequel ils ont décidé de l'entraîner. Alors, quelle est la clientèle de l'Assist au sens des avocats? Alors, l'Assist, on a plutôt un système assez simple, on peut aller loin avec, mais ça demande plus de développement. Pour l'instant, la démo qu'on vous a programmée cette année, elle s'adresse surtout à des gens qui ne connaissent pas vraiment le code du travail et qui ont envie d'avoir une porte d'entrée en fait, pour faciliter leur compréhension de ce code. Il y a déjà des sites sur internet qui permettent de faire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait un moteur de recherche intelligent qui vient se rajouter par-dessus. Effectivement, les avocats peuvent participer en fait au fonctionnement de l'application, mais sans doute ils connaissent déjà suffisamment le code du travail. Peut-être que plus tard, le cognitif permettra une analyse plus accrue. Alors, qu'est-ce que Watson a de mieux que ses concurrents? Déjà, Watson est assez unique en son genre, donc je ne sais pas s'il a des concurrents.
si vous voulez, quand on pose la question de quelles sont les intelligences artificielles les plus puissantes aujourd'hui, Watson figure dans les premières. Après, on a d'autres systèmes qui ont été conçus par Google, Google qui est extrêmement fort dans l'analyse d'images notamment, et après on a d'autres programmes qui se spécialisent plus, mais Watson, c'est un système qui peut avoir des applications extrêmement larges en fait. Il y a plein d'utilisations dont on peut en faire, que ce soit dans l'analyse vocale, puisque Watson peut reconnaître la voix et ensuite s'exprimer naturellement. Lorsqu'on regarde en fait les différents modules qu'on peut utiliser chez Watson, nous on en a utilisé quelques-uns. On a utilisé un module qui lui permet de convertir le code du travail qu'on lui a fourni en une base de données. Il a également utilisé un module qui permet de l'entraîner, mais il a énormément de capacités. Donc en termes de concurrence, pour l'instant, il est un peu à la peau du navire. Qu'en est-il des questions pas apprises par la machine? Alors là, c'est vraiment ce que je trouve assez impressionnant avec le cognitif, c'est qu'on n'est pas obligé de fournir au cognitif toutes les questions qu'on serait susceptible de lui poser en fait. Les questions, c'est quelque chose qui permet de tester les concepts que l'intelligence a mis en place en travaillant sur le corpus de texte. Mais une fois qu'on l'a suffisamment entraîné, il est capable, à partir d'une question qu'il ne connaissait pas à la base, d'aller chercher justement les concepts et d'établir des liens. Si vous voulez imaginer le système à l'œuvre, il perçoit la question et il compulse en fait le cours de données, récupère les informations, mais après les informations, il les compare entre elles. Il fait des statistiques pour essayer de trouver quelle est l'information qui a le plus de chances d'être correcte. Et à la fin, vous avez une réponse que l'algorithme juge la plus statistiquement proche de ce que vous voulez. Parce que, si vous voulez, Watson, c'est pas des algorithmes et du code qui ont été écrits par un programmeur. C'est une sorte de machine statistique. Imaginez des réseaux de neurones virtuels qui ont été programmés, quelque chose qui réfléchit un peu comme un cerveau humain. Si vous aviez bien travaillé sur le code du travail, vous aurez une capacité à réfléchir par-dessus, et bien ce système fera pareil. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre projet Serious Game. D'abord, laissez-moi vous présenter un graphique. L'axe vertical indique l'âge humain par an et l'axe horizontal en indique c'est le temps. Ce graphique représente l'évaluation de l'expérience de la vie à la naissance entre 1885 et 2015. On observe que de 1885 jusqu'à aujourd'hui, l'espérance de la vie augmente de 44 à 79 pour un homme et de 46 à 84 pour une femme. Prochainement, la courbe va se stabiliser. Quelle est la raison de ce changement? Grâce au progrès de la médecine, du niveau hygiène et des technologies, mais aussi à la prévention. Mais aussi grâce à la prévention. En fait, le progrès de technologie ont permis de traiter de nouvelles maladies, mais il y a encore certaines maladies nous n'avons pas été en mesure de développer du médicament très efficace, comme la maladie cardiovasculaire. Ici, je voudrais vous présenter quelques chiffres en France. Cela concerne pour la France plusieurs centaines de milliers de personnes. Il s'agit de la deuxième cause de décès juste après le cancer chez l'homme et la première cause de décès chez la femme. Mais le taux de décès à la face aigu d'un fracture a diminué. Il est passant de 8,8 à 4,4% depuis les dernières études en 2006. Cela depuis une prise en charge urgente et réalisée dès le premier symptôme. Enfin, on compte de 70 à 100 000 décès par mort subie de l'adulte chaque année et au total. Et la maladie cardiovasculaire dure de 15 à 18 000 personnes par an, ce qui en fait la première cause de décès chaque année, ce qui en fait la première cause de mortalité du pays selon les années. Pour ces maladies, je pense que nous pouvons utiliser Serious Game pour y faire face. Serious Game, ça peut aider à faire du sport. Les exercices modérés peuvent prévenir et traiter ces maladies efficacement. Plus globalement, le Serious Game peut prévenir et traiter nombreuses maladies. Mais concrètement, c'est quoi comme le Serious Game? Le Serious Game.
Alors quand on a découvert notre sujet, Yanis, Nicolas et moi, on a été un petit peu surpris. Parce que nous, on s'était inscrit au départ, quand on a rempli le questionnaire, l'e-santé. Et puis nous, les serious games, on ne connaissait pas. Et on se demandait quel pouvait être le rapport entre des jeux qui avaient l'air vidéo, et de la prévention. Ça ressemblait un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en première, aux antithèses, quand on nous parlait de clair-obscurité, une chose comme ça. Alors, on a fait un premier brainstorming, où on a mis l'ensemble de nos notes sur le tableau. Et je vous présente l'ensemble de nos notes sur les serious games. Alors du coup, on a fait une recherche internet. Enfin, pas qu'une en fait, on en a fait plusieurs. Et on est arrivé à un premier constat finalement. Que le serious game, ça avait l'air d'être l'intersection de trois composantes. Donc le jeu vidéo game, comme annoncé, le storytelling, qui est la capacité d'adapter un jeu ou une expérience ludique à l'utilisateur en fonction de ses choix, soit changer le cheminement du jeu, soit augmenter la difficulté, et puis enfin l'e-learning. L'e-learning. Je pense que certains des épiens dans cette salle connaissent l'e-learning. L'e-learning, c'est une super idée. C'est-à-dire que des gens se sont dit, pourquoi se déplacer, prendre des transports, marcher, alors qu'on pourrait apprendre chez soi? C'est une super idée, sauf que quand on apprend l'e-learning chez soi, ça donne ça. Enfin, c'est mon expérience personnelle, après peut-être que certaines personnes ont été un petit peu plus captivées. Pour ceux qui ne connaissent pas l'e-learning, qui n'ont pas encore eu la chance, ça se présente comme une succession de grosses diapositives avec des définitions, beaucoup de définitions, des schémas pas toujours clairs. Et donc, si certains aiment, beaucoup ont des difficultés. Alors, d'autres ingénieurs se sont dit, écoutez, l'e-learning c'est une bonne idée au départ. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui captive et le relier à l'éducation ou à la prévention? Alors ils sont allés chercher du côté des jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, on sait que ça passionne de nombreuses personnes, notamment les plus jeunes, les enfants et les adolescents. Et ils se sont dit, cette attention-là, l'attention des 7 mecs, ça aurait pu être cette fille aussi, qui sont sur leur clavier, focalisés sur leur écran, on veut l'appliquer à des gens qui étudient. Et ils ont rajouté l'aspect dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui est le storytelling, c'est-à-dire adapter à chacun son expérience ludique. Alors nous, suite à ça, on s'est dit qu'on allait jouer. Alors moi, j'ai joué, le premier jeu que j'ai fait, c'est un jeu développé par la Fédération française du diabète. Alors ces gens-là, ils sont inquiets, parce que, bon, il y a 3,5 millions de personnes environ qui sont atteintes du diabète en France, mais surtout, il y en a 700 000 qui ne savent pas. Donc ils se sont dit, plutôt qu'en parler aux personnes les plus âgées qui sont un petit peu courants, on va aller en parler aux enfants et aux adolescents qui vont voir leurs grands-parents ou qui croisent des personnes âgées, pour qu'eux puissent y être sensibilisés. Alors dans la nouvelle rockstar du diabète, enfin la nouvelle régie plutôt, Lucky Luke, se retrouve dans un village du Far West, où différentes personnes sont soumises à d'étranges maux. Une envie fréquente d'aller aux toilettes, une étrange fatigue, alors qu'ils sont pourtant l'impression d'être reposés. Alors après avoir rencontré les différents habitants, auxquels il extorque des informations en réussissant des mini-jeux, expérience ludique, on s'amuse, Lucky Luke réalise une espèce de tableau croisé non dynamique pour le coup, et puis il établit différentes corrélations. Je vous passe toute la matrice VBA qui est derrière, enfin c'est un jeu pour enfants. Et donc en gros il se rend compte que les personnes qui sont plus sujettes à ces différents maux, ce sont celles qui sont soit les plus âgées, soit qui mangent gras, sucré, salé. Enfin bref, vous voyez, je veux en venir, j'imagine. Donc l'enfant, il va retenir ça. Et dans la deuxième partie du jeu, il va composer des repas équilibrés et puis proposer des activités sportives aux différents personnages. Alors nous, ça nous a intéressés. On s'est dit qu'on allait aller plus loin. On a demandé cette fois à un spécialiste des serious games de l'entreprise Genius, nommé Quentin Blanchéry, comment est-ce qu'il faisait pour créer des serious games. Et puis, quelle différence au fond avec un jeu vidéo? Parce que certains ont déjà joué, j'imagine, avec des jeux vidéo plutôt historiques, donc desquels on tire quelque chose quand même. Et bien, il nous a expliqué d'abord
que dans les équipes chargées de la conception des serious games, en plus de toute l'équipe projet qu'on a sur un projet informatique classique, il y avait des ingénieurs psychologues, des profils un petit peu atypiques, qui avaient un certain sens de l'écoute et qui avaient pour but de prendre les objectifs de l'organisation de prévention ou bien de l'association, parce qu'il y a aussi des serious games pour apprendre des choses, notamment à l'armée, ou certains ont peut-être fait en entreprise pour apprendre des bases financières ou découvrir un métier. Et bien ces ingénieurs-là sont chargés de poser les objectifs et de créer tout un environnement ludique, adapté à la cible. Alors on s'est demandé aussi qu'est-ce qui faisait qu'un serious game était un serious game. S'il n'existe pas encore de loi qui encadre la création de serious game, il y a cependant des labels, des certifications qui permettent à Genius notamment de justifier que son serious game est bien un serious game. Et puis au cours de cette discussion avec Quentin, on s'est rendu compte que finalement la réponse là déjà. Il est possible de faire de la prévention, il est possible de captiver les gens. Déjà avec les serious games, on passe d'une prévention où la cible est passive, à la radio on écoute, à la télévision on regarde, à une prévention où la cible est active, parce qu'elle joue et s'implique. On s'est demandé, surtout quand il nous a appris que des spécialistes du milieu médical étaient intéressés par les serious games, notamment un neurologue de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui suit des patients qui jouent à des serious games. Alors on s'est dit, la prévention, c'est fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin? Dans ce jeu, il existe plusieurs niveaux, et à chacun de ces niveaux, il y a le tempo de la musique qui varie pour forcer le patient à varier ses mouvements, à la vitesse de ses mouvements. Donc ce qui nous a choqué à travers cet exercice, c'est que ça peut paraître anodin de s'amuser à déplacer son corps tout au long du jeu, c'est que les effets de ces mouvements avaient pour conséquence de faire régresser les tremblements du patient. Donc les conséquences d'une activité régulière devant Top Run ont permis à certains patients de pouvoir réaliser des tâches quotidiennes de manière beaucoup plus simple. On pourrait comparer l'effet de ce jeu à un médicament et donc caractériser Top Run de e-médicament. Donc pour aller plus loin, nous avons abordé une deuxième maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et à travers la vidéo que je vais vous présenter, qui va parler du jeu X-Torp, développé par Genius également, nous allons voir le ressenti du patient ainsi que de d'autres personnes. Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire. Des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire. Donc il faut couler 2 cargos, donc 2 bleus. Donc toujours pareil, quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois. Un des concepteurs du jeu encadre les exercices sur le X-Torp, un jeu de bataille navale à visée thérapeutique. Là, il fait de l'activité physique et de l'activité, on dit cognitive, ou peut-être pour vulgariser, c'est pas exactement pareil, mais intellectuelle, pour stimuler de manière générale son corps, son cœur et son cerveau. Le serious game, ou jeu vidéo sérieux, est ludique, stimulant. Le patient s'entraîne sans même s'en rendre compte. Ça me fait du bien, incontestablement. Ça permet de faire travailler la mémoire, chose que j'ai tendance à ne plus faire maintenant à mon âge, sans activité professionnelle et autres. Oui. Après quelques séances, même la femme de Jean a constaté des progrès dans son comportement. Alors là, ce qu'on peut remarquer par rapport au jeu précédent, c'est qu'il y a la même activité physique devant l'écran, et donc on pourrait caractériser X-Torp aussi d'un e-médicament. Mais ce qui nous a vraiment surpris, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que en plus de pouvoir aider le patient à vivre avec sa maladie, l'entourage a aussi une retombée de ce jeu. Ça veut dire que le e-médicament qui est X-Torp permet aux patients de mieux se sentir, mais il permet également aux personnes dans son entourage qui subissent la maladie de ce patient de également mieux se sentir.
Donc pour conclure cette présentation, donc, le Serious Game, quand on le lit littéralement, c'est un jeu fun et ludique. Ensuite, on a vu dans une deuxième partie qu'il pouvait avoir un rôle de prévention via Lucky Luke. Ensuite, on a vu qu'il pouvait avoir un rôle de régression des maladies via ces deux derniers jeux. Mais pour rebondir sur les présentations de mes collègues, on voit que le Serious Game, c'est le résultat d'une évolution technologique. Imaginons que le blockchain, le cognitif, puisse être appliqué au Serious Game. On pourrait conclure que certains patients atteints de maladies pourraient guérir par le jeu. Comment faire la part, l'équilibre entre le jeu et le savoir pour un serious game? Très bonne question. Alors, comme on l'a dit, dans les équipes de concepteurs de serious game, l'ingénieur psychologue est là vraiment pour prendre le besoin et créer un cadre le plus ludique possible. Et ce qu'il y a surtout, bien sûr, c'est que plus on veut que le jeu soit réaliste, plus le budget doit être conséquent. Pour faire un jeu 2D, par exemple, un jeu 3D, il faut que le budget soit bien plus évolué. Et alors, on dirait que le frein, aujourd'hui, dont parlait d'ailleurs Quentin Blanchéry, sur le développement des serious games, c'est qu'ils ne sont pas très réalistes encore. C'est-à-dire que les personnes pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ça peut être immersif, mais pour des gens qui ont l'habitude d'y jouer, ça ne fait pas plaisir, grosso modo. Et donc, plus les organisateurs sont prêts à mettre de l'argent dans le serious game, dans le développement, plus le serious game va être réaliste. Et je dirais que c'est à ce moment-là qu'on va tendre vers un jeu de plus en plus ludique. Sinon, l'accent est bien sûr mis sur les objectifs, donc le savoir. Quels sont les secteurs qui utilisent les serious games? Donc là, comme on a vu, il y a la médecine qui l'utilise. Il peut y avoir aussi le gouvernement dans la santé pour la cigarette. Il y a un jeu qui s'appelle Smoke Eaton qui permet d'arrêter la cigarette, et si vous arrêtez de fumer pendant 444 jours, vous avez un niveau qui se débloque, le bonus. Comme autre jeu, il peut y avoir aussi la prévention routière. Il existe un serious game où vous incarnez un conducteur de voiture et malheureusement vous avez passé une soirée un peu arrosée et donc du coup vous avez fait des mauvais choix et là vous vivez l'accident, la perte d'un membre, etc. L'éducation nationale est aussi particulièrement intéressée par les serious games. Et le frein, c'est surtout les équipements dans les écoles et les collèges-lycées, qui n'ont pas assez d'ordinateurs ou de tablettes pour y jouer réellement. Ok, alors une école a-t-elle déjà investi dans du serious game? Je dirais pas que c'est une serious game, mais ça se rapproche du terme gamification. Quand on prend par exemple l'école 42, lorsque les élèves veulent valider leur diplôme, il faut qu'ils atteignent un certain niveau. Et en fait, pour monter de niveau en niveau, il faut réaliser des exercices de programmation. Et à la fin de cela, une fois que vous avez réussi un nombre X d'exercices, vous avez un niveau assez élevé pour pouvoir dire être diplômé de l'école 42. Le marketing dans les serious games. Alors le marketing, il est présent dans la dimension analyse des données, c'est-à-dire le but de certains serious games, notamment celui dont parlait Yannis sur la prévention routière, ça va être de récolter aussi des données des utilisateurs, qui sont ensuite analysées par l'organisme qui a réalisé le serious game. Donc une partie analyse de données qui permet ensuite d'améliorer l'expérience de jeu en fonction des résultats des joueurs. Par exemple, si c'est un jeu avec des niveaux et qu'on se rend compte que c'est trop difficile, des changements vont être réalisés par exemple.